Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Tête à Clash qui m'a été confié exceptionnellement par Franck Tanguy. Alors au programme aujourd'hui, comme d'habitude, 3 sujets. Pour commencer, de quoi Macron est-il le nom après presque 2 ans de présidentielle? On voit que la majorité des Français ne sont pas forcément très ravis du mandat d'Emmanuel Macron. Alors on va essayer de comprendre s'il s'agit finalement d'une élite mondialisée déconnectée du réel ou si c'est tout simplement un utopiste mal entouré. On verra ça avec mes invités. Un peu plus tard, on s'intéressera à une revendication qui a été moins médiatisée que celle du RIC en tant que tel, la revendication des Gilets jaunes, revendication principale, c'est la question du référendum révocatoire. Alors, faut-il virer les politiques quand ils ne donnent pas satisfaction? C'est ce que l'on verra également. Et puis, pour finir, on va parler d'Europe à 2 mois des élections européennes. Certains plaident pour un Frexit, d'autres veulent réformer l'Union européenne de l'intérieur. On va voir si c'est possible. Pour tout ça, je suis avec 4 invités. Alors, pour commencer, je vais commencer avec Joachim Son-Forget, parce qu'il est arrivé en retard, évidemment, mais en plus, il a pris ses tucs. Donc, on est bien parti. Tout le monde le connaît aujourd'hui. Il a envahi la toile. Joachim Son-Forget, vous êtes radiologue, spécialiste des sciences cognitives. Ça va nous aider pour parler d'Emmanuel Macron, sans doute. Et vous êtes également député, élu avec l'étiquette de La République En Marche, que vous avez quitté. Également sur ce plateau, Serge Federbusch. Bonjour, vous avez décidé de vous lancer dans la bataille de Paris pour les municipales 2020. La semaine dernière, vous avez été rejoint par le Rassemblement national, donc vous ambitionnez sans doute de faire une liste du Rassemblement de la droite pour en finir avec l'ère Hidalgo qui a succédé... l'ouverture d'une ère Macron assimilée à Paris et que le subterfuge de 2017 soit réédité en 2020 à Paris. Non, Benjamin Griveaux 2020, ça vous plaît pas? Pas de Hollande reconditionné sous le nom de Macron, pas de Hidalgo reconditionné sous le nom de Griveaux. Ça roule, et avec nous également Benjamin Cauchy. Alors, bonjour Élise. Vous êtes connu pour être l'une des figures des Gilets jaunes dans la région de Toulouse. Récemment, on a appris que vous seriez sur la liste de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, pour la course aux européennes. Et vous êtes d'ailleurs porte-parole de la campagne pour les européennes. Absolument. Et puis pour terminer, Régis de Castelnau. Régis de Castelnau, comment présenter Régis de Castelnau? Avocat, ancien avocat du PCF, ça, j'aime bien le rappeler à TV Liberté parce que comme non, ça. Avocat de l'ancien PCF. Ah ça arrive, déjà. ça arrive. Il a muté. Oula. Vous êtes également l'animateur du blog Vue du droit et chroniqueur à Causeur. Oui. C'est pas mal? Oui, c'est pas mal. Et c'est suffisant mal. En tout cas. Eh ben on est parti, on va commencer avec le premier sujet. Pas de règles, tout le monde peut s'empoigner, faut pas hésiter. Monsieur de Castelnau, il faudra commencer avec l'œil gauche puisqu'on a vu que l'œil droit était déjà pris. Une seule issue, comme dirait le grand philosophe franco-américain Booba, c'est la bagarre. On est parti. De quoi Macron est-il le nom? Ancien banquier, président des riches, utopiste mal entouré, qui est donc vraiment le président de la République. Pour commencer, je vais donner la parole à Joachim Son-Forget, qui est sans doute celui qui le connaît le mieux parmi nous, puisque vous l'avez rencontré, vous le connaissez directement. Oui, comme je le dis toujours, je n'ai pas la prétention d'être un intime, mais ce que j'ai eu l'occasion... Non, mais j'ai eu l'occasion... Ça ne nous a pas été offert. Ils ne peuvent pas tous l'être. Ça ne nous a pas été offert. Il n'est pas forcément. Mais arrêtez, je ne suis pas noir. Arrêtez. Je sens que ça va être une émission compliquée. Ça commence très mal. Non, descriptif. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé chez le personnage Macron, c'était son côté provincial. On le voit plus beaucoup, mais c'était son côté provincial. C'est vrai que c'est pas ce qui saute aux yeux en premier. Mais c'était aussi son côté provincial atypique dans une recherche d'une vie un peu particulière. Et c'est aussi pour certaines personnes de l'entourage qui du reste sont relativement discrètes, mais qui étaient de l'entourage vraiment proche, des gens qui étaient humainement comme ça aussi. Donc ça m'a plu. Et ce qui ne me plaisait pas déjà à l'époque, c'était cette garde post-DSK, pseudo-moscovicite. Et moi, j'ai pas dit moscovite, j'ai dit moscovicite. Et ça me plaisait pas et ça me plaît de moins en moins. Donc, plus il va ressembler à ça, à un PS reconditionné, comme pour reprendre vos mots, plus il va me déplaire. Et ce qu'on aimerait, c'est voir plutôt le provincial de bon sens. Et il a ça au fond de lui. Ça commence à s'enfouir et c'est dommage. Caché, du coup, il faut bien cacher. Alors, Benjamin Cauchy. Oui, alors pour moi, si on doit mettre un côté positif à Emmanuel Macron, la seule chose que je vois de positif chez lui, c'est qu'il est picard et que c'est l'une des plus belles régions de France. Voilà, j'ai résumé les côtés positifs. Et dans la réalité, et à Amiens, normalement, il est absolument pas provincial. À Amiens, la campagne n'est jamais loin. On est forcément entouré de gens du cru, de gens normaux. Pour le coup, mais quand on devient, même si on n'est pas né parisien, on devient vite parisien. Et je pense que d'être entouré par
Non, mais je parle pas d'être sa paroisse, ça fait des rouges. D'être d'une certaine. Non, mais d'être une certaine. C'est à la limite de la provocation, cher ami. D'être une certaine catégorie de Parisiens et en tout cas enfermés dans les ordres de la République, on perd vite le sens du commun. Mais même avant, attendez, on peut pas dire qu'il était provincial. Il a bossé chez Rothschild. J'ai rien contre le fait de travailler dans une banque, c'est très bien. Même moi, j'ai travaillé chez un assureur. Non, mais ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais hier, j'étais encore dans l'Aisne, dans le département de l'Aisne. J'étais à Lens, j'étais à Soissons, j'étais dans un petit village à la limite de la Seine-et-Marne. Ça, c'est des Picards. Et clairement, il se retrouve absolument pas dans ce qu'incarne Emmanuel Macron. On peut pas dire que c'est un provincial. Il est déconnecté, il est hors sol, comme la plupart de vos collègues ou anciens collègues de La République En Marche. Moi-même, venant d'un département rural qui est la Haute-Marne, avec les études, je me suis ici, ça a changé. Donc, entre mon mode de vie relativement très rural jusqu'à mes 17 ans et ce qui s'est passé après, bien sûr que moi j'ai aussi un environnement qui ressemble plus à l'environnement que vous me parlez de son précédent métier. C'est pas pour rien si on a rencontré des gens sur notre parcours qui sont des amis communs, etc. C'est jamais bon signe. Ça veut dire qu'on est dans un entre-soi un peu dangereux. Mais le hasard des choses, mais en tout cas, c'est pas le seul. Il y a des hasards de rencontres qui fait qu'à un moment donné, on a des connexions en commun. Et du reste, une d'entre elles m'a dit c'est pas très rassurant quand t'as l'impression que tout le monde connaît tout le monde. Ça veut dire que vous restez contre vous. Voilà. Mais le fait c'est qu'on a tous un vécu et à un moment donné je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. En même temps, à mon avis, ça doit pas être de droite et de gauche, c'est pas ça le plus fondamental. Ce serait de se rappeler de quelque chose de plus proche de la terre, de plus proche des gens et de ce qu'on est devenu et d'en faire un savant mélange. C'est très difficile et en fait on n'est jamais indemne d'une expérience ou de l'autre et le risque c'est de ne ressembler plus qu'à un rôle, celui qui est le plus simple, le plus confortable. Et moi, j'ai envie d'être à la piqûre de rappel là-dessus, parce que je crois vraiment qu'on a un vrai problème. Vous parlez de manière trop compliquée, là. C'est vraiment un signe des macroniens. C'est compliqué. On sent le macronien. Je voudrais savoir... On va réveiller les consciences. Non, mais je voudrais... On est en train de faire une jolie c'est plus facile de dire blanc noir. La question, c'est de quoi... Macron est-il le nom ? Je rappelle que c'est le titre d'un livre, De quoi Sarkozy est-il le nom, d'Alain Badiou, à l'époque. Et donc, Badiou, on est d'accord ou pas, moi je le tiens pour un fou, mais il répondait, voilà ce que représente Nicolas Sarkozy. On peut faire un peu de psychologie, on peut étendre Macron sur un divan et puis écouter d'où il vient, provincial, pas provincial. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, de quoi Macron est-il le nom ? Moi, je réponds très simplement d'un coup d'État. On nous a fourgué en 2017 par des manœuvres illégales une opération qui a amené quelqu'un qui n'avait strictement aucun... À quoi vous faites référence, manœuvre illégale ? Le financement de sa campagne. Alors, je vais réutiliser une fois de plus, parce que je le fais à chaque fois, des arguments d'autorité. C'est une de mes spécialités professionnelles que l'application de la loi de 1990 sur le financement public de la vie politique. Cette campagne est financièrement pleine de trous. Il y a eu ensuite une altération de la sincérité du scrutin avec une opération judiciaire, un raid judiciaire tout à fait scandaleux qui a été mené pour la fausser, cette élection, par la disqualification de François Fillon. Là aussi, je parle de ce que je connais, c'est mon monde. Et donc, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui s'est retrouvé au premier tour avec assez peu de voix d'avance sur ses concurrents. Et le deuxième tour, on avait le repoussoir avec tous les médias, tous les appareils d'État qui étaient mobilisés pour l'avènement de ce monsieur à la présidence de la République. Qui n'avait strictement aucun cursus honorum. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Il y a quoi sur son CV ? En même temps, on dit tout le temps qu'on en a marre des politiques. Alors finalement, on peut comprendre que la société civile... C'est le plus intelligent. Monsieur Brice Couturier nous fait un président philosophe. Il a raté 3 fois l'ENS, il a raté 1 fois l'ENA. Il prétend avoir été l'élève de Ricoeur. C'est simplement faux. Il a fait quelques photocopies. Qu'est-ce qu'il a fait en dehors d'aller jouer au tennis ? On parle bien dans le petit micro. Qu'est-ce qu'il a fait en dehors d'aller jouer au tennis au Touquet ? Le cursus honorum, les Romains, ils avaient compris. Il y avait des étapes. Et bien sûr, il a dit c'est un cursus de l'ancien temps. Non, on ne prend pas quelqu'un qui a été choisi par la haute fonction publique d'État, adoubé par l'oligarchie. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Las Vegas illégalement ?
Madame Pénicaud devrait être mise en examen pour délit de favoritisme Ministre du Travail. à l'occasion de ce voyage, pour rencontrer Monsieur Bolloré. Comme l'a dit Monsieur Marlex, qui a été de la commission d'enquête. Attendez, de la commission d'enquête sur Alstom. C'est assez curieux. Il a écrit au procureur de la République, choisi par Monsieur Macron, grande première dans l'histoire de la République, en remarquant que tous les gens qui s'étaient gavés dans le démantèlement au profit des Américains de la société, de ce fleuron industriel français, et on les retrouvait parmi les principaux donateurs de Monsieur Macron, et il s'interroge sur l'existence ou non d'une corruption. Donc, je veux dire, la façon dont ça s'est passé, cette espèce d'opération où on s'est retrouvé un beau jour avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, dont on ne savait pas ce qu'il était capable de faire, dont on n'avait aucune idée de l'expérience politique, et on voit qu'elle est proche de zéro. Je dis oui, Emmanuel Macron, de quoi est-il le nom ? Il est le nom d'un coup d'État réalisé en 2017. On dira bien élection truquée. Du coup, moi j'ai truquée. une question, parce que pour faire un coup d'État, il faut quelqu'un qui le fasse, justement. Qui a fait ce coup d'État ? Parce que c'est Est-ce pas que Emmanuel je peux Macron. répondre, parce que c'est Serge pas mon tour. Federbusch. Alors, moi je crois qu'on peut avoir finalement des références littéraires et cinématographiques pour essayer d'élever un peu le débat. Alors littérairement, qu'est-ce que Macron ? C'est un personnage balsacien, évidemment c'est un ambitieux à la base, c'est quelqu'un qui veut réussir, et il y a quelques coteries qui ont décidé de jouer ce cheval-là. Alors il y a eu d'abord la coterie Attali, Jouyet, qui a en fait convaincu Hollande de ne pas y aller, c'était son plus proche pratiquement. Jouyet qui était donc secrétaire de l'Élysée. Général de l'Élysée, qui a été récompensé immédiatement comme ambassadeur à Londres par Macron. Bon, donc ils l'ont convaincu, ils ont préparé le terrain. Il y a 7 à 8 oligarques qui détiennent 80% des médias français. Attali était contre la candidature d'Emmanuel Macron. Non, c'est pas vrai. Rappelez-vous l'ambiance, rappelez-vous l'ambiance des 6 derniers mois. Il n'était pas avant contre. Il avait pris sous son aile au départ au moment de sa commission, etc., puisque c'était le rapporteur adjoint de la commission. Bon, donc il y avait cette espèce de petite coterie de hauts fonctionnaires autour de Hollande qui a convaincu Hollande de ne pas y aller, y compris d'ailleurs en sortant dans des circonstances assez troubles, sans que Hollande ait vraiment relu les choses. Son bouquin, Le président ne devait pas dire ça, qui a contribué à le discréditer. De David Lhomme, ouais. Donc, excite Hollande. Après ça, il y a des oligarques qui mettent de l'argent, qui mettent des médias. Il faut voir qu'il y avait 2 anciens ministre des Finances, en rupture de banc avec le gouvernement, qui voulait devenir président de la République. Il y avait Montebourg et il y avait Macron. Montebourg, il avait terminé 2e derrière Hollande lors des précédentes primaires socialistes. Il avait donc une écurie au sein du Parti socialiste importante. Il était député depuis très longtemps, il était beaucoup plus connu. Il a eu droit à 3 articulés de presse et il a été fait passer pour un bonnet. Macron a eu en l'espace de 2 mois 60 couvertures de magazines. 60. Donc il y a un deuxième acteur du complot, c'est les oligarques. Bernard Arnault en numéro 1, et puis d'autres, évidemment, Drahi, qui ont vraiment, dans l'histoire, en fait, des pressions qui ont été donc exercées sur même un des candidats potentiels à la présidentielle, son nom m'échappe à l'instant, le berger des Pyrénées. La Salle, qui raconte que Drahi est venu le voir pour le dissuader d'y aller. Donc, ce sont ces gens-là qui se sont touchés les antennes pour faire gagner Macron. Et puis ensuite, il y a eu effectivement aux petits oignons l'opération de l'espèce de jeu de ping-pong entre le parquet national financier et les médias pour démolir Fillon. Et ils ont mis... Alors, deuxième référence, c'est la référence cinématographique. Je ne sais pas si vous connaissez un film fabuleux. Il y a eu 2 versions dans les années 50 de Robert Siodmak et puis un autre plus récemment qui s'appelle The Manchurian Candidate. Je suis désolé de parler l'anglais, mais parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le candidat mandchou, en fait. C'est l'homme de paille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été mis là et qui a très peu d'expérience, qui a son ambition, ça c'est sûr, qui a sans doute des talents, mais qui a la morgue de l'espèce de puceau de la politique, comme a dit Todd, qui connaît rien, qui s'est jamais confronté vraiment à des échecs durables, à la vie dans ce qu'elle a de dur et d'ingrat, aux centaines d'heures, aux milliers d'heures dans le métro et dans le RER, et aux difficultés de fin de mois. Et c'est pour ça que, et en plus, je pense qu'il y a des problèmes psy, ça c'est clair, avec les provocations permanentes. Il est tout le temps dans la recherche du titillage, c'est assez trouble. Alors justement, Benjamin Cauchy, vous qui avez fait les Gilets jaunes et qui êtes Gilets jaunes, toujours, justement... moi j'ai envie de vous parler de Macron tel que, non pas tel qu'il
qu'il a été perçu. mis au pouvoir, mais tel qu'il est perçu aujourd'hui. Bien On sûr. va parler de la vraie vie. Alors, c'est bien les références cinématographiques, mais là, clairement, le citoyen lambda, il vous a complètement paumé. Et si vous présentez au municipal à Paris, il va falloir... d'accord. Non, mais il faut attention. élever le débat. Ben, on élève le débat, mais on va regarder la réalité. Le Je suis pas citoyen d'accord. lambda, il a le droit à la culture, Attendez. cher monsieur. Eh ben, on est d'accord. Donc, On va parler de Le culture, citoyen, il n'a ne pas été voté. méprisez pas le parce citoyen qu'il a- lambda, il a sinon je dit- vais le dire à Nicolas Dupont-Aignan, les il va mecs, vous vous êtes virer. sympas. Et les gars, vous êtes sympas Tout de quand même. suite, Je vous ai Léon écouté Mans. avec grande attention là. C'est quoi, Allez, c'est on mon laisse parler baptême- Benjamin C'est mon Cauchy. baptême du feu sur Ouais. TV Liberté. Donc merci de m'accueillir, c'est une première. Ça tombe bien, c'est mon baptême du feu dans Ah, Teta ok. Clash. Eh ben voilà, super. Ils vont souffrir tous les deux. Moi, je suis on va passé s'offrir par là, des il y avait dragées de la après, lumière, tout à l'heure, et si vous maintenant, tout voulez. le monde s'en Donc va. clairement, Macron, comment il est perçu et en quoi est-il le nom Sur le terrain, on a l'impression, mais c'est pas qu'une impression, c'est un président qui ne s'occupe que d'une certaine élite. Donc vous venez tous de l'exprimer qu'il avait été choisi par une élite de la presse, une élite de l'argent. Ça, je vous laisse libre de vos propos. Moi, ce que je regarde sur le terrain, et quand j'étais sur les Il dit qu'il ronds-points... s'est débrouillé tout seul. Non, mais c'est pas grave. Quand Il s'est bien quand débrouillé. j'étais sur les ronds-points et quand j'étais dans les manifestations ou même dans mon quotidien, qu'est-ce qu'on voit? Comment est perçu Emmanuel Macron? Il est perçu pour un mec qui s'occupe uniquement des métropoles. Il s'occupe uniquement des citoyens qui réussissent. Il s'occupe uniquement des citoyens qui ont pris pleinement la jouissance de la mondialisation. Et il a laissé complètement tomber des millions de Français qui sont à 30, 40, 50 kilomètres et plus des métropoles. Et ces gens-là se sentent complètement abandonnés. Emmanuel Macron, avec son principe de premier de cordée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé des premiers de cordée, mais il a rapidement coupé la corde. Et tous les mecs sont tombés par terre. Et là, on est dans le ravin. Aujourd'hui, c'est ça. C'est comme ça que c'est perçu. Les Gilets jaunes sont des citoyens qui sont aujourd'hui dans le ravin d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, on espère qu'une chose. J'ai écouté Griveaux ces derniers jours, ensuite au Conseil des ministres. Ça a dû vous faire mal aux oreilles. En disant, non, mais parfois, ça fait du bien de se faire du mal pour retourner Ça fait du bien de se faire du mal. à la réalité. Bon, on sait comment lui faire plaisir maintenant. Et il dit, soyez pas comme ça. Et sinon, je vous amène Hidalgo, vous allez voir. Et donc, je lui ferai du bien ou du mal, ça dépendra de ce qu'elle souhaitera. On veut pas savoir, on veut pas on veut savoir. pas, on veut Le pas temps qu'elle savoir. arrive- le temps qu'elle arrive avec J'ai les écouté bouchons Griveaux dans ces Paris, derniers jours qui ça vous disait, aurait ben tenté. voilà, jamais. on va voir si Emmanuel Macron se représente en 2022 et il va réfléchir. Mais c'est tout réfléchi. Il y a 70% des Français qui sont contre la politique qui est menée par Emmanuel Macron. C'est une réalité. Il n'a que 29% de ça confiance aussi. dans l'opinion publique. Ça oscille, ça va osciller, vous ça allez voir. aussi entre Ça va les- aussi. Ouais, mais ça l'a Ça pas aussi empêché entre d'être des- élu la vous savez, première on va- fois. on Dans va- son plan, non, mais ça c'est- l'empêcherait c'est- pas c'est de juste faire un des- constat. Jusqu'à demain, Ça mais aussi, je peux on vous a- assurer que l'oscillateur, il va être en décroissance jusqu'à 2022. Clairement, il est temps qu'il change de politique. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont descendus dans la rue. On changera pas de politique. respecte les institutions en grande majorité. Donc, on souhaitait pas Ils son les ont pas départ. respectées. On souhaitait qu'il réfléchisse à infléchir sa politique. Mais clairement, étant donné ça, qu'il oui. ne connaît pas Ça, la c'est France, non, mais étant ça, ce donné que qu'il vous- n'a c'est jamais intéressant passé ce un que vous samedi dites, Benjamin. matin dans un CCAS, étant donné qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui a demandé des bons alimentaires pour finir le fin de mois, étant donné qu'il Enfin, ne ça, c'est connaît pas gentil ce tout que ça. vous dites, Benjamin Cauchy, mais on peut prendre quasiment 80% des Mais, politiques qui sont de ça, toute c'est- façon ça, c'est déconnectés pas de faux. ces Non, mais bien réalités. sûr. Mais ce que Et dit- c'est ça que les mais- Gilets jaunes sont en train de faire aujourd'hui. C'est Les pas Gilets Macron jaunes, qui ils sont en les a train de mis dans mettre le ravin. ils sont en train de mettre Ils y étaient un coup de déjà. la fourmilière. Et Ils y Macron est étaient l'incarnation de la politique que les citoyens ne veulent Sarkozy, J'ai envie de pas. répondre à, les j'ai envie de amis, répondre à Hollande, Benjamin les parce que amis. On ce est qui avec Joachim Forget. j'ai envie de répondre à Benjamin parce que ce qu'il dénonce, c'est intéressant. En fait, c'est le même fait que moi je dénonce, je le fais d'une autre façon parce qu'on a Rejoignez-nous à Debout la France. on a choisi des chemins. Venez à je suis français européen. Je sais pas. Mais sans perruque, Chacun fait sans sa perruque, petite- s'il vous plaît. Et son Non, mais- son Mon parti- costume mes de parents poulet. sont costume dans de une poulet. association non politique qui peuvent adhérer tous les deux. Mon parti existe, on a déjà plusieurs C'est milliers ça, la d'adhérents, solution. 6 000 adhérents, on a tout ce qu'il faut. Il est venu faire On sa a déjà pub, en fait. Ouais. Bah, comme tout le monde, visiblement, hein. Mais Bon, allez, on l'écoute sur Macron. blague à part. Faisons la Ce pub qui a de été- TV Liberté uniquement. Si on dit je respecte les institutions, et c'est ce que je vais dire aussi, on a un président qui est élu. L'histoire avec la conspiration, avec qui utilise le pion, oui ou non, je sais pas. Mais toujours est-il que moi, de vécu de l'intérieur, c'est plutôt un travail de fourmi pour aller chercher des adhérents, de l'argent, et je peux vous dire que ça tombe pas du ciel comme vous le pensez. Mais C'est vous pas n'avez du pas tout vu comme les ça. vraies grosses Enfin, sources de voyons. financement. Je connaissais- Enfin, voyons. Cher monsieur, vous savez. Si vous voulez faire de la politique autrement, arrêtez d'être hypocrite. surtout Cher là, quoi. monsieur, il se trouve que je Non, il connais dit bien ce cher sujet. monsieur, foutez-lui la paix, Je il connais est bien le poli sujet. contrairement à Je vous. connais bien le sujet et surtout Il a été faussé. Poli et hypocrite, moi quand j'ai même, pas c'est tiré pas la pochette incompatible. surprise. Macron
macronien. Je Exactement, c'est le suis en même venu, temps. moi je suis Écoutez-le, venu avec écoutez-le. un réseau et peut-être plus fourni que vous le pensez, et donc aussi avec des ralliements qui venaient avec. Et je peux vous dire que ça fonctionne pas comme ça, et que les gens riches, ils vous lâchent pas 7500 € comme ça au doigt et à l'œil. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi toutes Ça ne ces fonctionne pas comme unes ça. n'ont pas été réintégrées à ces comptes de campagne? Mais bien sûr C'est qu'ils la sont. loi, Non, mais ça. c'est la loi. moi je sais ce que non, j'ai mais fait. parce que Moi toutes je ces sais ce que j'ai fait dans le cadre de. Enfin, Moi je voyons, sais ce que j'ai fait dans le c'est- cadre du financement. On était extrêmement vigilants de respecter au doigt à l'œil la législation. plaisantez. Mais je vous dis ce que j'ai fait. C'est pour ça Alors que dites-moi. Logereau a été Vous pouvez augmenté de avoir- 57% une Bon, fois qu'il a attends, validé un compte de non, mais je vais campagne de répondre sur la façon chose importante par rapport, Enfin, voyons. on laisse conclure. au fossé social que Benjamin dénonce. Il a raison là-dessus. Je me suis exprimé très tôt, on peut retrouver tout l'historique de mes interviews depuis le 17 novembre, je me suis exprimé très tôt en faveur d'une compréhension profonde, et je suis allé dans mon département d'origine, dans ma Haute-Marne, j'ai fait depuis Langres, Chaumont, Colombais, Saint-Dizier, je suis remonté j'ai fait plein de barrages, j'ai passé du temps avec des gens, en ce moment j'étais député En Marche, en plus candidat pour être à la tête d'En Marche, mais au début On aurait rigolé, hein. au début ils ont fait la gueule, etc. Eh ben, on a encore Mais trouvé on la a passé majorité, du vous temps. auriez du mal, Mais on a passé du temps et c'était intéressant. Mais sauf que la déconnexion dont vous faites part, moi je dis, bon voilà, on a un président qui est là. Derrière, ce qu'il faut, c'est faire infléchir la politique gouvernementale, faire Mais infléchir la c'est pas politique, possible. faire Mais il ne infléchir. l'infléchira Mais c'est- l'infléchira il pas, est- il a un mandat. que le Est-ce que je peux président, dire du bien que de le Macron président, que le Non, président ait il une a un base, mandat de l'oligarchie de détruire que le président ait une base l'État social. Non, mon problème, Mais c'est que le si, président c'est a plus une compliqué. Il a un mandat, base, c'est de a nous une permettre base de se gaver, militaire, de prendre a une massivement aux base. pauvres pour les donner aux riches. Le président, il a une Et- base bien plus variée que celle Vous que les vous dites, trouvez mais normales, à Paris, ces ceux qui ont trois pris l'emprise privatisations sur La République En Vous Marche, les trop trouvez normales, parlementaires ces trois et partis, privatisations je vous dis que ce sont des socialistes qui ont changé de nom. Et ceux-là, moi, je m'insurge contre eux, parce que si vous voulez faire quelque chose pour infléchir Vous la avez politique voté la gouvernementale, privatisation c'est des faire bijoux de quelque famille chose contre ces Alors. gens-là, pour casser cette continuité Mais c'est Hollande-Macron. baratin. Bon, vous êtes Ça pas- ne tient pas au président, ça Vous êtes tient pour à ou contre ces privatisations Vous êtes pour ou contre Non, mais bon. la privatisation d'aéroports de Paris? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous Pourquoi croyez que c'est Elle va l'incarnation permettre d'une à- politique qui on va va servir pas- les s'il vous Français? plaît, Pourquoi S'il vous mais plaît, voilà. ding dong, Pourquoi sinon je faire tape un sur peu- la Bah, cloche. allez-y, C'est pas tapez. que- Moi aussi, j'ai envie Vous de pouvez pas taper. faire un totem Allez. patriotique changera avec pas. la privation d'ADP. Être patriote, c'est beaucoup plus Donnez la grand que parole ça. au bon élève. Ah Non, oui, ça mais suffit, ça naturellement, suffit. qui c'est qui va se Mais gaver? vous le dites comme Hein communiste et vous le dites Celle comme des les autoroutes jaunes. avec Villepin, enfin voyons. On s'arrête, on on est s'arrête, on d'accord. s'arrête. Non, mais On je va- pense pour que qui si on fait le bilan, Il aime pas la si on France. fait le Emmanuel bilan- Macron n'aime pas la Bon, France. non, Il n'aime pas rapide. les Français. Si on C'est une fait- réalité. il aime C'est surtout- un théoricien, il mais aime ne surtout connaît son pas les nombril. Il ne Français. changera Voilà. pas. Comme Il a beaucoup un de gens. mandat. On s'arrête parce que Il personne représente des n'entend plus intérêts. rien si Bon, vous il n'arrêtez représente pas. les Français. Écoute pas, Si- s'il Non, vous non, plaît. non, la masse c'est demande- vrai. si la Allô, masse demande 14%, autre Il Ah, chose, représente ses si propres la masse- intérêts. Il si ne la masse représente pas les demande autre Français. chose, Donnez-moi il la faudra donnez-moi la écouter cloche. autre chose. Mais changez Ça de lunettes, suffit. je vous assure, Mais tapez regardez. directement sur eux, ne tapez pas sur la cloche. Ah ben voilà, pour le deuxième sujet, si on s'arrête Bon. pas à temps, je tape directement sur mes invités. Si on on- clôture ce premier sujet, j'ai Juste un l'impression. mot sur justement le C'est le fait, renvoi merci. d'ascenseur. Un mot, Bon. c'est fait. En fait, ce qui Merci reste Serge actuellement de sa Federbush, on politique, passe au deuxième sujet. Allez, c'est on la passe au suppression deuxième du sujet. ISF financier, c'est tout. C'était ça, sa feuille de route, elle est déjà largement Attends. engagée. Alors là, Et je le suis maintien fini, du c'est ISF, complètement d'accord avec Ah bah, vous. les mandataires sont venus le voir en Stop, eh disant ben, stop, bah, il les là, hein. réhabilite là Mais son non, attitude de tout à On l'heure. s'arrête, s'il Il a vous pas plaît. été supprimé S'il vous assez. plaît. On ira au cinéma Il ensemble. semblait qu'il est un effet, il aurait Allô, fallu allô supprimer Voir complètement Manchurian et conditionner comme avec des S'il vous retours. plaît. On verra fantastiquement. Je suis là. Ouais. Je C'est suis parce là. que vous Et êtes une heureusement. femme qu'on ne vous respecte Oui, bah c'est pas. ça, bah voilà, je m'en doutais de toute façon. Bon, on termine avec Macron, c'est terminé, on passe au deuxième sujet C'est dans vrai, le un mandat est instant. fini? Pardon. Allez, on est parti pour le deuxième thème, le référendum révocatoire. Alors Benjamin Cauchy, vous êtes gilet jaune, ça faisait partie des demandes des gilets jaunes qui étaient comprises à l'intérieur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit? Ce référendum révocatoire, c'est quoi? Ouais, alors je vais pas vous embêter 30 secondes parce que c'est le sujet, c'est le sujet que vous nous donnez. Mais clairement, le 17 novembre, les gilets jaunes, ils sont descendus dans la rue. C'était certainement pas pour un référendum d'initiative citoyenne. Ils sont descendus pour la suppression de la hausse des taxes sur les carburants. Ils sont descendus parce que les retraités sont pris en otage par Emmanuel Macron depuis 7 ans, secrétaire général adjoint, ministre de l'économie, des finances, puis président de la République. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue. Ensuite, étant donné qu'Édouard Philippe n'a pas été capable de comprendre qu'une taxe, ça pouvait s'enlever, il y a d'autres revendications, telles Pour que le finalement référendum l'enlever, finalement la remettre, d'initiative d'ailleurs. citoyenne qui est arrivé sur la table, parce qu'on s'est rendu compte qu'en allant voir les élus, les parlementaires, les élus locaux, on ne pouvait pas être entendu. Du coup, le sujet du RIC est arrivé sur la table. Si nos élus ne nous représentent pas, eh bien, nous allons prendre
la parole de manière plus concrète et rentrer dans le jeu démocratique via le référendum d'initiative citoyenne. Alors on va pas faire un sujet intégralement sur le RIC, au contraire, c'est le référendum révocatoire précisément. Oui, alors moi pour le coup, c'est absolument pas ma tasse de thé. Le fait d'avoir un référendum d'initiative citoyenne qui permet aux citoyens, selon un certain gap, on va dire 800, 800 000 personnes, et de manière à proposer une loi dont les Français pourraient en décider librement eux-mêmes par voie référendaire, ça a du sens. Un référendum révocatoire, c'est pour moi un déni sur la démocratie représentative. Et référendum d'initiative citoyenne et démocratie représentative ne sont pas incompatibles et doivent faire leur chemin en parallèle. S'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, malheureusement, c'est un danger pour la démocratie. Mais l'idée du révocatoire, c'est de pouvoir... Bon gilet jaune pour parler du pouvoir révocatoire. C'est pas grave, ça, j'ai l'habitude de tomber à côté. Mais c'est en gros attention. Mais Benjamin a le mérite de la cohérence. Il se présente comme pour être député dans un parlement et il dit qu'il tient à l'importance du représentatif en plus du participatif. Donc on peut lui reconnaître que ça a le mérite d'être cohérent. Moi, je suis d'accord avec lui. Et c'est pas incompatible. Exactement. Je suis pas d'accord avec le révocatoire. Par contre, j'ai déposé une proposition de loi constitutionnelle numéro 1728. J'espère qu'elle sera suivie, mais je ne suis pas très certain. qui parle d'améliorer le dispositif qui est déjà présent à l'article 11, mais en introduisant la participation du citoyen électeur. Donc au lieu que ce soit un référendum d'initiative partagée, ça devient un référendum d'initiative citoyenne partagée. J'abaisse les seuils, je donne accès donc aux citoyens électeurs, je viens de le dire, mais en plus, j'organise la concertation en modifiant l'article 39, ce qui permet d'avoir une concertation autour de l'objet. Et on ne néglige pas le rôle, le Parlement garde un rôle, mais comme en Suisse, dans ces phénomènes. Et en plus, j'introduis une disposition supplémentaire qui permet, au niveau des collectivités territoriales, d'organiser des référendums locaux. Ouais, à condition qu'ils ne soient pas bafoués, comme pour Notre-Dame-des-Landes. Exactement, mais sauf que pour Notre-Dame-des-Landes, a été un très mauvais signal. Ouais. Mais peut-être eût-il fallu faire une consultation qui soit au-delà de la Loire-Atlantique, qui correspondait à demander un avis à tous ceux qui avaient des intérêts économiques plus ou moins proches. Peut-être que le résultat eût été différent et peut-être qu'on aurait pu le respecter. Le problème, c'est pas tant le résultat. Peut-être qu'il aurait répondu comme le gouvernement voulait qu'il réponde. Alors, le problème, c'est pas le résultat, c'est le nom. Qui fait tellement impressionnant qu'il faut le laisser parler. Le problème du résultat, parce que peut-être qu'ils auraient dit oui. Et dans ce cas, le problème, c'est pas oui ou non. Le problème, c'est de respecter ce que le citoyen demande. Alors vous savez, si les citoyens avaient bien lu, et je suis sûr qu'ils l'ont fait, mais encore une fois, il y a certains médias qui ont bien coupé le bec. Mais moi, je me suis repenché dans le programme présidentiel de Nicolas Dupont-Aignan en 2012, proposition de loi en 2013. Vous le connaissiez pas avant. Il en a... Ah non. Enfin, si, j'étais un citoyen averti, et donc je me renseignais, mais je me suis bien repenché dessus, et il m'en a parlé. Programme présidentiel de 2017, et encore une proposition de loi en 2018 pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Il est vraiment temps que vous preniez votre carte à debout, la France. Bien. Serge Federbusch. Voilà. Donc, moi, je suis pour la démocratie directe autant que possible. Bon, comme j'ai aussi, malgré tout, et je les assume, des convictions libérales dans un certain nombre de domaines, libérales pragmatiques, mais libérales quand même, je pense que parfois davantage de mécanismes de marché et beaucoup de démocratie directe, ça peut permettre de guérir notre démocratie représentative qui est malade et qui est souvent malade dans le monde entier parce que la démocratie représentative, c'est quand même quelque chose de très fragile quand on délègue la souveraineté à un petit groupe de gens. Donc moi, ce que je crois, c'est que le référendum révocatoire, c'est sans doute pas une bonne idée parce que déjà que les élus sont fragiles, à rajouter en plus cette espèce de petite épée de Damoclès permanente, c'est pas la bonne solution. Le problème, je vous coupe, excusez-moi une seconde, mais je suis le seul que vous coupez, Élise. Je me permets tout ici. C'est que finalement, on a l'impression que ce que les citoyens... ce que les citoyens reprochent aujourd'hui aux politiques, c'est précisément qu'une fois qu'ils sont élus, ils ne font pas ce pourquoi ils ont été élus. Donc ça change pas grand-chose de faire du RIC. Non. Il faut effectivement que des propositions de loi populaire, donc un référendum d'initiative citoyenne ou populaire, permettent à un nombre suffisant de citoyens de pouvoir proposer des référendums à l'ensemble de la population sans même passer par sans filtre, sans passer par le truchement du Parlement ou de comités de sages, ou de choses comme ça. Ça fonctionne assez bien en Suisse. De temps en temps, il faut regarder. Ça passe devant le Parlement après. Oui, mais il y a un processus qui est long, mais qui laisse une épée de Damoclès au-dessus de la tête du politique pour lui disant si tu ne fais pas moi, je suis pour la on va se prononcer. Populaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que quand le peuple décide majoritairement d'une politique, il faut se plier et l'écouter, même si ça nous défrise. Si on avait fait comme ça, on n'aurait pas aujourd'hui une dette publique de 100% du PIB, on n'aurait pas un taux de prélèvement obligatoire de 60%. Quand vous voyez les Suisses, à chaque fois qu'un hurluberlu socialiste
en Suisse arrive avec une proposition C'est un dépensière, pléonasme, ça. Hein. bon, une proposition dépensière, eh bien, le peuple, et qu'il propose ça donc, au suffrage collectif, eh bien, le peuple dit non. C'est systématique et à chaque fois, l'hurluberlu socialiste rentre en chouinant, en pleurnichant au siège de son parti. Et ça dure depuis des décennies. Et c'est la même chose. Alors là, là aussi, peut-être qu'autour de la table, certains ne seront pas tous d'accord, mais en matière migratoire, si on avait donné aux Français la possibilité de dire stop au regroupement familial, par exemple, dans les années 80, après les jurisprudences complètement délirantes qui avaient ouvert grandes les portes, eh bien, on ne serait pas dans la situation aujourd'hui de communautarisme exacerbé, de remise en cause de la laïcité des fondements de la République. Et plus encore que la masse migratoire, il y a le modèle derrière l'assimilation. Ensuite, il y a beaucoup d'immigration, mais il y a un modèle d'assimilation très fort derrière. Et ça, il est on le sait pas plus le faire. petit, il arrive en retard, mais il ne se tait jamais. Attention, il faut s'en méfier. Il peut prendre un petit tuc. Régis de Castelnau, il a un mérite, c'est que lui, contrairement à vous tous, il n'est pas politique, donc il en a rien à secouer du référendum révocatoire. Il est juriste et le droit constitutionnel le passionne. Bon, première observation. Cette question du référendum révocatoire se pose avec une certaine acuité parce que aujourd'hui, dans la population française, on a le sentiment de s'être fait avoir en 2017 et la légitimité politique. On parlera peut-être de la légitimité juridique, la légitimité politique d'Emmanuel Macron est très faible. Très faible. Bien. Donc on se dit comment est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser. C'est pour ça que ça revient fort. Cela étant, c'est pas le seul sujet. Il y a le référendum d'initiative citoyenne qui est venu très fort. Pourquoi ? À mon avis, c'est pas la seule raison, mais je vais en avancer. C'est que la Constitution du 4 octobre 1958 est en lambeaux. Elle a été modifiée à tire-larigot. Il n'y a plus que 30 articles sur 90 qui soient les articles d'origine. Il y a eu l'Europe, il y a eu ci, il y a eu ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce texte, il est, à mon avis, inutilisable. Donc, c'est une des premières raisons pour lesquelles on se dit qu'il nous faudrait des outils. La démocratie donc là, représentative... on arrive avec la 6e République de Jean-Luc Mélenchon et Régis de Castelnau. Sûrement pas, parce que moi, je suis partisan du retour à celle du 4 octobre 58, dans l'essentiel de ces aspects. Bon, toujours est-il que la démocratie représentative, qui est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, disait Churchill, ça repose sur, à mon avis, 3 principes. Le premier principe, c'est que qui va amener l'acceptation, c'est que quelqu'un qui fait 50% des voix plus une, il a le pouvoir. Mais il a le pouvoir pour un temps, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir pour 4 ans, pour 5 ans, mais le citoyen sait qu'au bout de cette échéance, 4 ans, 5 ans, 6 ans, à ce moment-là, on pourra remettre en cause ce qu'il a fait. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, il faut que les élections soient sincères. Dès lors que les élections sont faussées, qu'il n'y a pas de... Enfin, ça, c'est un vœu pieux, ça, Régis. Non, attendez. Il faut qu'elles soient sincères. Elles ont pu l'être pendant un certain temps ou acceptées. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une jurisprudence, mais colossale, des juridictions administratives sur ce qu'on appelle un scrutin sincère. La sincérité de celui de Macron a été... Mais c'est très important. Aujourd'hui, les Français ne savent pas perdre non plus. Cette élection... Il faut prendre acte qu'on perd et essayer de faire autre chose. Non. Cette élection, elle est aujourd'hui... L'élection a été volée, c'est pour ça que les Français, ils lâchent rien. Il y a quand même une base, un tiers de Français, et celle-ci, elle reste. Mais il y a les deux autres tiers. Troisième point. Bien sûr qu'il faut être juridique de temps en temps, revenir aux principes fondamentaux qui régulent la vie démocratique. La troisième condition, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des systèmes de check and balance, c'est-à-dire qu'il y a des organes de contrôle, il y a des mécanismes de séparation des pouvoirs, des mécanismes de fonctionnement. Il se trouve que les 4 cours suprêmes de ce pays, c'est-à-dire, parce qu'on en a 4 nous, on fait pas comme tout le monde, on n'en a pas qu'une, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation Merci et beaucoup Cour des pour comptes cette petite intervention. Tout asservi au pouvoir exécutif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle. On l'a vu avec le Conseil constitutionnel sur l'élection d'Emmanuel Macron, on l'a vu encore, on parlait d'immigration. Quand le Parlement souverain vote la création d'une infraction pénale pour ceux qui se livrent, comme Cédric Herrou, au trafic de chair humaine du côté de Nice. Que fait le Conseil constitutionnel ? Décide que tout d'un coup, vous comprenez, dans la devise fraternité, ça a une valeur constitutionnelle, donc je
Je casse la décision souveraine du peuple français. Aujourd'hui, les mécanismes d'une démocratie représentative ne fonctionnent pas. Alors on se dit, on va se servir du référendum d'initiative citoyenne hein, et je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut l'organiser, après, il faut l'articuler avec tout ce qu'on vient de dire. Il y a une série de problèmes techniques. Mais je reviens sur la notion révocatoire. Moi, je ne suis pas favorable parce que si vous êtes élu démocratiquement par une élection sincère, hein, acceptée par les citoyens, elle ne l'est pas aujourd'hui, celle de Macron, c'est une évidence absolue. Hein, et bien à ce moment-là... Elle est légale, mais pas légitime. Voilà, c'est ça que disent les gens sur les ronds-points. Oui, c'est ça. Alors, elle est légale... Parce que sa nullité n'a pas été soulevée et reconnue devant les juridictions. Non, mais il y a eu pire que ça qu'on oublie maintenant. C'est le vrai scandale, parce que Macron aurait pu être arrêté. Le vrai scandale, ça a été les législatives arrêtées au sens politique du terme. Au sens judiciaire, ça viendra dans 5-6 ans. Donc, et pénal. Mais il aurait pu être arrêté en temps au moment des législatives. Et là, il y a une espèce de forme de trahi, parce que les gens avaient voté pour lui, mais à la suite, surtout les électeurs LR, à la suite de cette espèce effectivement de manipulation autour de Fillon. Et tout ça aurait pu être arrêté au moment des législatives si les LR avaient fait campagne, avaient dit, bon, il y a eu une élection totalement atypique pour la présidentielle, mais maintenant, vous corrigez le tir et vous ne lui donnez pas les moyens de gouverner. Et on a eu Barouin qui n'a pas fait campagne. Ils ont baissé leur culotte et ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont pas battus sur le moment pour que le Macron n'ait pas la possibilité de gouverner. Parce que si le Parlement n'avait pas été La République En Marche, mais avait été LR, ou alors même simplement fractionné, eh bien, il n'aurait pu rien faire. C'est à ce moment-là, finalement, que la plus grande trahison démocratique s'est produite. Et c'est parfois l'arbre qui cache la forêt. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même au révocatoire, parce que là, on est un peu sorti du sujet. Est-ce que finalement, la question du révocatoire ne vient pas aussi du fait qu'on a l'impression, en France, que le système politique est ainsi fait que les politiques sont toujours en campagne? Oui, et non seulement ça, mais les Français ont l'impression qu'ils élisent avec de l'espoir des parlementaires, et vous l'avez dit, qu'ils ne font pas ce pourquoi ils ont été élus. Mais c'est pas juste ça, c'est que la fameuse Constitution, elle ne nous permet pas d'avoir un rôle proéminent. À chaque fois que j'ai voulu écrire des textes, regardez celui-ci, j'en ai fait un autre sur la médiation judiciaire pour lutter contre l'hyperjudiciarisation de la société. Je crois que vous alliez nous parler de votre chanson avec Dovi Gineco. Mais à chaque fois que j'ai... Mais trop jeune. Et je l'ai pas fait avec... Mais non, c'est parce qu'il a un casier vierge, il peut pas y rentrer. Ce truc-là, je l'ai pas fait avec les filles. On a fait un gros travail en amont. Mais à chaque fois qu'on écrit sur une base volontaire des textes de loi importants qui pourraient être révolutionnaires, eh bien ils sont soigneusement étouffés par des membres de cabinets ministériels qui n'ont été élus par personne, que personne n'a choisi, que personne ne connaît, et qui vous bousillent votre truc. Mais parce que vous n'avez pas compris. Ça m'est arrivé des tas de fois. Je voudrais affranchir au sens mafieux du terme le député Sonde-Forger. Je l'ai dit au président, j'ai dit au président, laissez-moi l'affranchir. Si tu veux laisser une marque dans l'histoire, la 6ème République que d'autres avant toi ont proposé de faire, fais-la toi. Fais-la toi et donne un vrai... Ah oui, il m'a piqué ma cloche, lui. Non, mais ça, les gilets jaunes, pas de méthode. Pour le coup, c'est les putschistes, les gilets jaunes. Mais respectueux. Moi, je suis gilet jaune. Alors, pour le coup, on n'attend pas des textes révolutionnaires, on attend de la politique de bon sens. Et c'est pour ça que le référendum d'initiative citoyenne est arrivé sur la table. Parce que d'un côté, on se rend compte qu'il y a de la masturbation intellectuelle de la part de beaucoup de députés. Il y en a d'autres qui font uniquement ce qu'on leur demande de faire. Et puis, il y a des grands sujets, et là, je suis d'accord avec vous, Serge, sur la question migratoire. C'est un sujet qui devrait avoir l'écho d'un référendum, et pas forcément d'un référendum d'initiative citoyenne, mais le président de la République aurait pu avoir le courage de poser ce sujet-là sur la table. Le retour... Dans le grand débat, notamment. Dans le grand débat, c'était complètement squeezé, vous voyez, et ça... Parce qu'on en fait des référendums. Pour le coup, Maître de Castelnau, il y a une conspiration des gilets jaunes et des macroniens pour nous empêcher de parler. Vous mesurez la gravité pour limiter l'immigration. Je suis d'accord. Par contre, le truc le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait après maintenant avec les gens qui sont là. Il y en a qui veulent les renvoyer, certes. On va revenir sur ce dossier-là, parce que alors là, c'est un sujet à part entière. Je suis extrêmement clair là-dessus. La Suisse a un vrai modèle d'assimilation qui permet à des gens fils d'immigrés de se sentir plus suisses que les Suisses. En France, ça se passe pas. C'est une immigration un peu plus choisie qu'en France. Non, il y a aussi des populations. Mais parce qu'il y a eu populations de confession musulmane. Et il y a moins de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie politique d'assimilation. Ici, on fait pas le travail. Regardez, pourtant, c'est possible. Regardez les régiments étrangers.
étrangers. Regardez Le problème, c'est les masses critiques de minorités. Quand elles dépassent un certain seuil, elles se communautarisent. Vous avez des gens d'origine étrangère Bon. qui se sentent très français, qui se sentent extrêmement patriotes. Non. Si ça marche, si on y avait arrive dans un certain s'il y modèle avait un militaire, référendum, on doit pouvoir y arriver dans un modèle déjà, civil. S'il y avait un si on pouvait référendum, remettre- je voudrais parler sur ce point Serge précis. Federbusch. Je passer un exemple. S'il y avait un référendum populaire sur cette question, il vous clouerait le bec parce que je pense que les Français ils comprennent très bien une chose, comme tous les peuples d'ailleurs, quand vous avez des minorités d'une certaine manière ethniques ou communautaires qui grossissent en nombre, et c'est pas du tout une question d'assimilation économique ou autre, on a dépensé 100 milliards d'euros en politique de la ville, ça n'a servi qu'à alimenter la bête communautariste, à rien d'autre, d'accord. aussi la faute de certains politiques c'est la d'avoir joué jazia ce qu'on mauvais donne, jeu. c'est une forme d'impôt que les dhimmis donnent à l'islam pour avoir la paix dans les banlieues, et donc ça n'a servi à rien. C'est une question de seuil critique. Quand il y a des minorités qui grossissent en nombre, elles ont une vocation, au bout d'un certain temps, à devenir majoritaires. C'est même pas d'ailleurs une question de communauté, et c'est pour mettre un terme à ce risque-là, à ce péril-là, qu'il fallait que le peuple intervienne. Il faudra de toute façon un jour que, bon, malgré tout, ces choses soient dites, et parce que ça nous rejaillit tous au visage. Et donc l'irénisme et les idées farfelues et complètement déconnectées du réel sur justement une assimilation qui se fait finalement post-marxiste par le fait que puisqu'on a du fric, tout se dilue dans l'argent, ça ne fonctionne pas. Et donc il y a une forme, moi je déteste le mot bon Ça va sens, pas mais il y a marcher une avec forme, certains arrondissements de Paris, philosophie, de réflexe populaire qui se traduirait parfaitement par le référendum d'initiative populaire si jamais le peuple avait vraiment la possibilité de s'exprimer. Benjamin Cauchy, je vous laisse le mot de la fin parce qu'on va arrêter ce sujet-là. Très bien, et bien effectivement, un référendum d'initiative citoyenne par rapport à la question migratoire, c'est un vrai sujet. Retrouver ses frontières nationales, et puis expulser les clandestins qui sont rentrés illégalement et qui n'ont pas de cause de statut de réfugié politique. Et puis arrêtons cet électoralisme. Et là, je suis d'accord avec vous. Si rien n'a été fait, si aujourd'hui les communautés se montent les unes contre les autres, c'est tout simplement parce que on a fait, pour des raisons électoralistes, laisser croître des communautés pour s'affronter entre elles. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Eh bien justement, c'est du machiavélisme à deux francs. Diviser pour mieux régner. Tant qu'il n'y a pas d'unité nationale, eh ben lui il peut faire ce qu'il veut avec l'Europe. Voilà la réalité. Donc on retrouve nos frontières et on va s'aimer nous-mêmes avant d'aimer les autres. C'est pas que de ne pas aimer les autres, mais pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même et savoir qui on est. C'est très beau. Merci beaucoup Benjamin Cauchy. 0,34 On termine ce deuxième sujet et ça tombe bien, vous avez parlé d'Europe, on va en parler tout de suite. Allez, on entame le dernier sujet. Peut-on réformer l'Europe de l'intérieur ? On est à 2 mois des élections européennes. On a même un candidat pour Debout la France, Benjamin Cauchy, gilet jaune de Toulouse. Alors, on va commencer avec vous. C'est d'ailleurs ce que prône Nicolas Dupont-Aignan dans son programme, c'est changer l'Europe. Alors, Régis de Castelnau fait une petite photo pour son album. Voilà, Il n'y a pas exactement. de problème. Ici, on est entre amis. Comme c'est la dernière fois qu'il m'a invité. Voilà. Peut-on Non, la question... c'est pour Castaner et Nunez. Ah bah tout va bien. La question donc, Benjamin Cauchy, peut-on espérer changer l'Union européenne de l'intérieur ? C'est donc le pari que fait Nicolas Dupont-Aignan. Bah oui, parce que en politique, il faut croire en ce qu'on dit. Et oui, bien sûr qu'on a l'espoir de pouvoir changer les choses de l'intérieur avec un groupe qui s'appelle ECR. Le projet des futurs élus de Debout la France, c'est d'intégrer un grand groupe représentant 24 pays européens pour pouvoir changer les choses de l'intérieur. On n'a pas envie de rentrer dans la culture de l'excès comme peut faire le Rassemblement national, ni dans la culture du mensonge comme va le faire les Républicains, mais clairement changer les choses de l'intérieur en renégociant les traités avec chacun de nos pays amis européens. Ce quart d'heure de propagande électorale étant terminé. Votre quart d'heure de propagande arrive, c'est ça ? Je vous écoute. Donc la question, rappelez-la moi, c'est... Peut-on réformer l'Union européenne de l'intérieur ? Alors réformer l'Union européenne de l'intérieur, c'est un mastodonte, c'est vraiment une entreprise surhumaine, on n'y arrivera pas. Je pense que si un jour il y a un vrai pouvoir, je dirais, qui veut briser l'espèce de sortilège qui fait que la France est vraiment très très mal en point aujourd'hui, il faudra taper de manière chirurgicale sur les points qui font mal. Ce qui fait mal d'abord en numéro 1, c'est la surévaluation de l'euro depuis 30 ans, qui a détruit nos PME industrielles de province et qui explique aussi en partie le mouvement des Gilets jaunes, qui sont des gens qui ont paumé leur boulot, qui n'ont pas d'argent et qui vivent en province, qui se sentent exclus à la périphérie, etc. La disparition des PME industrielles de province, c'est vraiment un des problèmes numéro 1 de la France, on n'en parle jamais. On a fait un euro pour les Allemands. Avant, il y avait dans le tas de villes des petites coutelleries, des petites fabriques de tissus, etc. Ça a disparu, ça a été laminé. Et ça a été accentué par la politique
économique et monétaire. Donc, il faudra dire une chose très simple à l'Union européenne et surtout donc à Francfort, à la Banque Centrale Européenne. Soit vous adoptez une politique, disons, semblable à celle de Singapour, c'est-à-dire vous fixez un taux de change bas et stable avec le dollar, le yuan, le yen et les autres monnaies qui permettent aux industries du sud de l'Europe de reconquérir du terrain, soit vous ne le faites pas et à ce moment-là, on s'en va. Et là, ils le feront parce que le gros problème, c'est que tous ces gens-là pètent de trouille de perdre leur job, vous voyez, de leur belle maison dans la banlieue de Bruxelles. Et c'est d'ailleurs, c'est le seul mérite qu'on peut trouver à Macron. Macron utilise parfaitement le chantage, il utilise d'ailleurs les gilets jaunes pour ça, le chantage au trouble en France, pour pouvoir obtenir ce qu'il a obtenu récemment, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne continue de financer le déficit français à 0% d'intérêt. Vous voyez ? Et il y a un truc qui a échappé à tout le monde, mais qui était extrêmement intéressant, c'est que l'argent qu'a fait économiser par sa décision récente de ramener les taux d'intérêt pratiquement à rien, la Banque Centrale Européenne au Trésor français, sur 20 ans, ça correspond année après année jusqu'en 2020, à peu près ce que vont coûter les mesures concédées aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que l'Europe est venue au secours de Macron pour lui permettre malgré tout de ne pas trop exploser son déficit budgétaire, mais en même temps, on se met complètement la tête sous le billot, c'est-à-dire qu'on abandonne toute souveraineté face à ces gens-là. Donc il faut être chirurgical, il faut être ferme, c'est tout le contraire de ce qui a été fait depuis 20 ou 30 ans. On va parler de souveraineté, Régis de Castelnau, vous n'avez pas beaucoup parlé tout de suite. Moi, j'ai rien dit du tout. Non, mais c'est pas grave. Sur le sujet précédent. C'est pas grave. Sur le sujet précédent. Bon, moi, j'ai un premier souvenir. On vous a mis un réhausseur. On va changer l'Europe et faire une Europe sociale. 1973, un camarade socialiste qui vient me dire 73. Et puis après, deuxième souvenir, c'est les premières européennes de 79. J'ai fait la campagne du Parti communiste. C'était non à l'Europe allemande. On voit ce que ça a donné. Il faut être sérieux. Cette Europe a été construite pour ne pas être réformable. C'est-à-dire que toute une partie de ce qui relevait auparavant de la délibération souveraine des pays a été ossifiée dans des traités à valeur constitutionnelle qu'on ne peut changer qu'à l'unanimité. Donc, Serge Federbusch a entièrement raison. À un moment, il va falloir taper du poing sur la table. Quant à l'euro, je refais une petite insiste sur l'euro. Un cabinet allemand spécialisé a calculé que ça avait coûté 54 000 euros par Français, l'euro. Hein, d'accord ? On a perdu 54 000 euros par tête de pipe. Moi, pas mal, parce que comme j'ai pas mal d'enfants, donc si je fais les additions, il va falloir que je présente la facture aux Allemands, mais ils ne payent pas leurs dettes de guerre. Donc, alors ça, c'est des vieux sujets. Ah oui. Ah ben moi, c'est des vieilles rancunes. Au XXIe siècle. C'est des vieilles rancunes. Non, je crois que seulement le rapport de force, l'évolution du rapport de force permettra de la changer, mais en faisant les choses de façon vraiment extrêmement ferme. Ça veut dire quoi, extrêmement ferme? Extrêmement ferme, je pense pas. 70 ans de construction, on va pas dire, comme le prétend Asselineau, Frexit, on sort, on s'en va, au revoir. On est d'accord que c'est une connerie, ça. Mais ça tient pas debout. On est d'accord. Je veux dire, s'il y a un démontage à faire, il se fait avec des rapports de force, avec des pays sur lesquels il faut qu'on s'appuie, des majorités de blocage. Mais en même temps, vous venez d'expliquer précisément qu'il était nécessaire d'avoir l'unanimité des pays européens pour changer. Avec des majorités de blocage. Avec c'est vrai ce que c'est dit un peu Serge. Contradictoire. Non, avec des majorités de blocage, on est obligé. Avec ce que dit Serge, compte. sinon on s'en va. C'est-à-dire qu'on crée des crises politiques. Bien sûr. On met la pression et on Ça a menace. toujours été comme ça, c'est ce qu'a fait De Gaulle. Et là, la méthode Belle est celle référence. d'Emmanuel Macron depuis son intervention du 1er janvier, où il ne s'est pas présenté comme président de tous les Français. Il a dit, il n'y aura pas de solution politique, vous êtes une foule haineuse, ce sera la répression. Et il l'a dit d'ailleurs, je colmate, je solidifie et je réattaque. Donc là, ils ne pourront pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne pourront pas faire si les rapports de force qui vont bien sont mis en œuvre. Actuellement, c'est très difficile puisque... On va revenir une seconde sur la question de l'unanimité parce que ça me semble très important et crucial dans ce dossier-là. On a vu il y a quelque temps que les pays européens sont écharpés sur la question des taxations des GAFA notamment, que personne n'était d'accord. On imagine bien pourquoi le Luxembourg n'est pas d'accord avec la France et pourquoi l'Espagne n'est pas d'accord avec le Liechtenstein, par exemple. La vérité, c'est que la plupart des pays d'Europe étaient des paradis fiscaux jusqu'à peu de temps, y compris la France. Y compris la France. Il faut aussi pas pour les Français. Non, regardez, il y a des. Pour le marché de l'art, oui. Vous n'avez jamais payé d'impôts. Il y a un ouvrage récent qui montre cet historique d'augmentation de l'impôt sur le revenu dans les différents pays d'Europe. Il y a un certain parallèle entre la plupart des grands pays d'Europe. Certains ont fait d'autres choix.
comme une partie de ceux que vous citez. Ce qui est intéressant de voir, à mon avis, c'est plutôt, par contre, ce qui s'est passé. Vous avez tous parlé d'euro en disant c'est la faute des autres. Mais la France, excusez-moi, elle s'est comportée aussi à ce moment-là comme un État du Sud, comme un extrêmement mauvais gestionnaire. Si l'Europe, alors ça, c'est la propagande macronienne, si l'Allemagne à ce moment-là a choisi une politique difficile pour ses employés parce qu'elle maintient des bas salaires en maintenant une productivité très haute. De l'autre côté, est-ce qu'on est obligé de faire extrêmement... Est-ce qu'à ce moment-là, on est... Excusez-moi. Est-ce qu'à ce moment-là, on est obligé... Non, est-ce qu'à ce moment-là, on est obligé de faire n'importe quoi? C'est-à-dire payer les gens de manière dispendieuse en leur disant de travailler moins. En leur disant de travailler moins pour gagner plus. Je suis désolé, la seule solution pour gagner plus, c'est d'augmenter la productivité. Mais si ça fait mal, mais une économie, c'est les entrées et les sorties, monsieur. Et si vous donnez tout et que vous ne faites rien, il ne se passera jamais rien. Il faut bosser pour gagner sa vie. Est-ce que je peux sortir du gloubi bulgare? Les gens sachent que je peux sortir pour gagner sa vie. Qu'il y a les paresseux et les courageux. Les infirmières, c'est pas... Non, ils foutent rien. C'est connu, ils foutent rien. On a compris l'idée. Vexé par le tabouret. On a compris l'idée. Serge Fédère-Bouchon, s'il vous plaît. Je voudrais y répondre d'abord. Cette idée est très populaire chez les Français de base. Ce ne sont pas des feignants. Ils le savent. Mais personne ne dit que les Français sont des feignants. À part Emmanuel Macron. C'est ce que vous venez de dire. Ce n'est pas en assistant, en donnant à l'autre partie qu'il se passe quelque chose. On n'entend rien quand vous parlez tous L'économie, ensemble. ce sont des questions justement d'interdépendance des réalités. Et c'est bien parce que la France et l'industrie française et l'économie française a souffert à l'exportation grandement d'une politique économique et monétaire inadaptée que l'État, pour maintenir la cohésion sociale et éviter les crises à répétition, a développé un système de prestations sociales qui, c'est vrai, c'est pas la faute des autres. Mais pourquoi la France ne produisait plus? Parce que son concurrent pouvait, entre grâce les à l'euro communistes et les macronistes, il n'y a plus de place pour la liberté. Son concurrent l'Allemagne, qu'à développer la même industrie. Ne pas augmenter les salaires trop. Son concurrent l'Allemagne. Retirez-lui son indemnité parlementaire. Une décote de 60%. L'écart idéologique énorme. Nous, on est surévalué. Vous accusez les autres pour disculper. En plus, c'est pour disculper des gouvernements contre lesquels vous êtes. Vous êtes en train de disculper les gouvernements qui ne correspondent pas à vos orientations. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Les gens gagnent trop, travaillent pas assez. Non, mais pourquoi populisme à l'envers, répugnant. Ça me dégoûte. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose sur est-ce qu'on peut réviser l'ordre. Vous croyez que vous n'avez pas encore assez parlé? Je dois donner mon opinion. Est-ce qu'on doit réviser? Vous en avez beaucoup d'opinions parce que ça fait une demi-heure que vous tenez le crachoir. Moi, avec mon parti, on va pas y aller. Et on va pas y aller pourquoi? Parce qu'on croit pas à cette façon de faire la politique européenne. J'ai un projet beaucoup plus important pour la France. Il n'est pas d'envoyer. Il n'est pas d'envoyer. Je suis pas d'accord avec Aurélien. Vous savez très bien. Celui du siège à l'ONU. Donc, mon projet est de faire quelque chose pour les Français, pour qu'ils se retrouvent bien avec leur identité française d'abord. Si j'envoie au casse-pipe des eurodéputés inutiles, on aura encore donné un faux espoir aux Français. Parce que ce sont des alibis. Benjamin. Ce sont des alibis, ce ne sont pas des députés. Parce que demain, voilà, si j'envoie des gens pleins d'espoir demain au Parlement européen, ils reviendront déçus, ils auront déçu leurs électeurs. Donc j'ai un projet de plus long terme qui sera d'abord de faire quelque chose pour la France dans les territoires. Ce sera mon objectif. Et donc je pense qu'en effet, il est très difficile de réformer la machine Europe telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Alors je voudrais dire une chose. Ça veut dire qu'il faut baisser les bras. Alors d'abord, ça veut dire qu'il faut baisser les bras. Les Allemands ne respectent pas les règles. Bon, les Allemands ne respectent pas les règles qu'ils prétendent respecter. Ils ont beaucoup en fait produit hors zone euro à Bratislava et ailleurs pour nous tailler des croupières ces 20 dernières années. Et donc, c'est pas du tout aussi simple qu'on le dit. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Soyez tranquilles, l'Europe et l'Union européenne, vous voyez, c'est comme le cadavre dans Psychose. Il est de la mère dans Psychose. Il est déjà mort. Simplement, les gens, ils n'arrivent pas à le réaliser. Ils n'arrivent pas à ça ne fonctionne pas. Ils ont voulu, ce ne sont pas des démocrates. Ils ont voulu faire une construction européenne dans le dos des citoyens, en passant par l'économie au lieu de poser un jour une bonne fois pour toute la question, voulez-vous d'une union fédérale ou pas? Là, il y aurait eu un vrai débat, il y aurait eu des oui, il y aurait eu des non. À la limite, ça pouvait s'entendre et se respecter, ça aurait été un vrai débat européen. Ils ont pris les citoyens pour des abrutis, ils ont cherché à vendre la chose en le dissimulant dans la monnaie, dans ci, dans ça, et ça leur pète au visage. Bon alors Benjamin Cauchy, du coup, vous avez de la chance, vous êtes en campagne pour être élu sur un cadavre.
Pour être élu sur un cadavre, oui. Bon, l'image n'est pas très Ça glorieuse. ça vend du rêve, comme on dit. Hein. Clairement, moi je suis profondément européen. J'ai aucun problème là-dessus. Moi, j'aime l'Europe et j'aime mes voisins. Il n'y a pas de sujet. D'aller faire quelque chose à l'intérieur. Il n'y a pas de sujet. En revanche, moi, l'Europe qui me sort par les yeux, non pas par idéologie, mais tout simplement par bon sens, c'est l'Europe fédérale dans laquelle on est enfermé aujourd'hui, et tous les traités européens qui sont aujourd'hui signés annihilent complètement notre spécificité française. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc nous, ce qu'on prône, c'est une Europe des nations. Et cette Europe des nations, il va falloir renégocier les traités. Et si on a des majorités de blocage, parce qu'avec 23 autres pays, on est en capacité d'avoir un groupe au Parlement européen qui est en capacité d'agir, eh bien on pourra renégocier les traités. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une Europe des nations, comme à l'époque du général de Gaulle, où on pouvait enfin faire des véritables projets industriels. Vous êtes dans la filière médicale. Moi, il y a un projet qui me tient à cœur. Ça aurait été que, par exemple, les 27 pays de l'Union européenne, je parle des 27 maintenant, on est d'accord, les 27 pays de l'Union européenne mettent leur pognon en commun pour essayer de trouver une solution sur le cancer pédiatrique. Parce que ça, c'est pas assez rentable pour les grands groupes pharmaceutiques qui financent la LDE, mais pour le coup, il y a des millions et des millions de parents en Europe qui seraient bien contents que les États prennent à bras-le-corps ce genre de sujet. Voilà, donc on a été capable de faire des grands projets structurants en voisin, en amitié avec les pays européens. Voilà ce qu'on propose aujourd'hui. C'est pas renier l'Europe, c'est dénoncer la Commission européenne et le diktat qui est mis en place aujourd'hui. Nous, ce qu'on propose, c'est de remettre en place un secrétariat général allégé à la place de la Commission européenne, et que ce soit véritablement le Parlement et les pays qui décident, et pas des fonctionnaires qu'on n'a pas choisis. Voilà, c'est clair. Régis de Castelnau, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je suis européen aussi. Moi, je suis issu de cette civilisation. Hein, comme disait Bellamy, pour qui je ne voterai pas. C'est Maupassant, ça, non ? Pardon. François-Xavier Bellamy, j'aime bien la formule, avant d'être un projet, l'Europe c'est un héritage. Moi ça me va assez bien, je fais partie de cet héritage, je suis dedans. Concernant les voisins, ma prévention vis-à-vis de l'Allemagne qui défend bec et ongle ses propres intérêts. Et elle a raison. Et elle a raison. Attendez, elle a raison. Et quand je vois se servant des leviers que lui offre l'Union européenne telle qu'elle est et l'euro tel qu'il est, Banque centrale européenne indépendante, quand je vois la façon dont elle a traité la Grèce, moi, je suis désolé, on a un sérieux problème. Et quand vous dites que il faut aller vers la renégociation, il faut aller vers un combat politique qui va être dur. Et il faut démonter cette Europe telle qu'elle est pour en monter une autre. Je suis entièrement d'accord. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Hein. Les Allemands n'accepteront jamais un certain nombre de choses, donc ils feront leur propre Europe avec quelques pays de la Mitteleuropa ou quelques pays scandinaves, il y aura des reclassements qui vont se faire, mais Serge Federbusch a raison, on a affaire à un cadavre, là. Cela étant, les Allemands peuvent entendre raison aussi, parce que malgré tout, c'est un système qui leur a permis d'exporter beaucoup, de s'enrichir, d'avoir une situation budgétaire quasi excédentaire, etc., etc. Là où ils souffrent le plus aujourd'hui, les Allemands, ils souffrent vraiment. Moi, je suis passé en Bavière juste avant les élections locales qu'il y a eu récemment, sur 10 listes qui étaient concurrentes. Pour la fête de la bière, il y avait 7, non, c'est plus tard. Il y avait, vous connaissez pas la bière. Il y avait 7 ou 8 listes europhobes, mais gravement europhobes. Bon, en Allemagne. Qu'est-ce qui leur va pas, en fait, dans l'Europe d'aujourd'hui? C'est que, justement, les taux d'intérêt zéro font que les épargnants allemands ne sont plus du tout rémunérés. Et comme les Allemands sont très peu propriétaires de leur logement et qu'ils ont surtout une épargne financière, eh bien, vous avez une considérable d'Allemands qui en ont, mais marre et archi-marre de l'Europe. Largement autant qu'en France. Donc, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça, et c'est peut-être même d'Allemagne que finalement le coup de poignard fatal finira par arriver sur l'Europe. On ne sait pas comment les choses se présenteront. Alors concrètement, si je vous ai tous suivis, il faut espérer en gros une arrivée majoritaire il faut espérer d'eurodéputés. D'abord la victoire d'Aimé Paris aux élections municipales en 2020. Ouais, enfin ça va pas changer le schmilblick. C'est le préalable à toute réforme possible dans le monde entier. Serge, on va y aller par étapes, effectivement. Oui, c'est ça. Avant, il y a quand même les Européens. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir, c'est que les Français comprennent que la culture du mensonge des Républicains, ça va pas fonctionner, et que la culture de l'excès du Rassemblement national, ça va fonctionner moyennement, parce que pour agir et pour changer... À quoi vous faites référence quand vous dites culture de l'excès, parce qu'on comprend pas trop, surtout que Nicolas Dupont-Aignan l'a soutenu à la présidentielle. Il y a eu effectivement un accord de gouvernement, il y a eu un accord de gouvernement. L'excès est réapparu depuis. Pour lutter contre la pensée unique d'Emmanuel Macron, soyons bien au clair. Ce que je suis en train de dire par là, c'est qu'il faut être pragmatique par rapport au changement des institutions européennes, et que ce n'est pas en étant seul, comme le Rassemblement national
national risque de le devenir au Parlement européen, mais véritablement en étant au sein d'un énorme groupe. Enfin, les énormes groupes, on voit ce que ça donne. C'est le PPE avec le PPE qui vote contre Orban. Un Pécresse en passant par je sais trop qui. Je vous parle de l'ECR, voilà. Oui, mais vous voyez, avec le PPE, on peut aussi avoir des dissensions à l'intérieur même des groupes. Donc, si ça se trouve, c'est pas ça non plus qui fera avancer le schmilblick. Sauf quand on aime son pays, quand mais chaque on se retrouvera tous le moment. Mais bien sûr venu. qu'on se retrouvera. C'est comme le cercle rouge, vous voyez, de Bouddha et Jean-Pierre Melville. À nouveau, une citation cinématographique qui va me faire accuser d'élitisme. Non, c'est la séance, c'est la minute culturelle de Serge. Moi, je pense qu'il faut qu'on se retrouve avant. C'est pour ça que j'ai prôné l'adaptation de la Constitution pour qu'on ait une gouvernance collégiale. On a besoin aujourd'hui d'une gouvernance collégiale. Peut-être ça pourrait être la meilleure leçon à trouver du grand débat, on va dire comme ça. Même lui, il dit soi-disant débat. Mais vraiment, je pense que si, au moins ce serait la réussite de tout le monde ou la faute de tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de travailler en consensus, comme ça se fait certes en Suisse, mais dans d'autres endroits du monde? Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer les catégories de Français. Je suis contre l'idée qu'il y ait des progressistes et des populistes. C'est dégueulasse. C'est remettre du manichéisme, c'est remettre de l'huile sur le feu, c'est ignorer la moitié de la France. Donc si on décide de travailler ensemble, on peut faire des belles choses. Donc je pense que donc mes intérêts sont les mêmes que ceux de Bernard Arnault. Génial. Au lieu de je vais aller le voir en sortant. C'est vrai. Mais vous vous rendez compte? Ça dépend. On va faire du consensus avec Pinot, avec Jean-Pierre Jouyet. Parlez pas tous en même temps. Cher monsieur, vous êtes aussi un homme, vous allez aussi aux toilettes comme lui, vous bouffez, vous. Oui, mais on n'a pas le même compte en banque, mon cher, et on n'a pas le même compte en banque et on n'a pas le même rapport à ce pays. Dans le summum de l'argumentaire macronien. Non, mais c'est extraordinaire. C'est un anywhere. Soyez pas méchant pour quelqu'un qui a été rabaissé par des gens de nulle part. Moi, je suis enraciné dans ce pays. Pourquoi vous vous sous-estimez comme ça? Mais je me sous-estime pas. Vous savez, votre parole est autant d'or que celle de Bernard Arnault. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que M. Bernard Arnault, il a eu les moyens de choisir Macron. Moi, je pense que chaque Français peut réussir et ne doit pas accepter d'être résigné et d'être petit. Vous avez tout à faire. Si, c'est fait. On peut tous faire quelque chose. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pour la cité. C'est ce à quoi je crois quand je dis libéral. C'est à la réussite. Je n'ai pas d'intérêt commun avec M. Arnault. Je n'ai aucun intérêt commun avec M. Alors oui, j'ai des valeurs qui sont nationales et libérales. Et je vous incite à être plus libéral. Je vous invite à voter. On parle de liberté comme vos amis. Ils sont très libéraux, loi fake news, loi anti-casseurs, répression, illégalité. Non, attendez. Madame Belloubet est libérale, bravo. C'est du socialisme strauss-kahnien. Jamais vu ça. En 46 ans, j'ai jamais vu ce qui s'est passé. Mais c'est normal. Mais le capitaliste, il n'est pas libéral. Macron, c'est un capitaliste de connivence et de réseau. Mais bien sûr. Et donc, ces gens-là n'ont aucun respect pour les libertés publiques. Ce sont ses amis qui doivent se gaver. Si les Français ne sont pas d'accord, on leur tape dessus. Utilisez vos réseaux, à d'autres escients en n'oubliant pas le peuple. Il y a cette voie-là qui existe. Consensus possible. La rose et le réséda, mes amis. La rose et le réséda. Quand les temps deviendront vraiment difficiles, et ils le deviendront, vous pouvez en être sûr, d'ici une dizaine d'années, eh bien, ça sera un temps d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation au sens grec du mot. La barricade n'aura que deux côtés. On verra qui est qui, comme on commence déjà à le voir à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, où on a vu, par exemple, comment s'appelle-t-il, celui dont la femme est chez LVMH, justement, là, et qui était candidat socialiste Benoît Hamon. Benoît Hamon, voilà, qui conspue les Gilets jaunes. D'ailleurs, Hidalgo qui conspue les Gilets jaunes, qui demande qu'on leur casse la tête, vous voyez, et qui est du même camp que Castaner. On est déjà dans des temps de révélation, tout se recompose, et ça ira de plus en plus fort, et on verra qui sont les patriotes et qui ne le sont pas, par-delà toutes les autres étiquettes. On termine, je relèverai quand même la dernière phrase de Régis de Castelnau. Quand il y aura les barricades, il y aura que deux côtés. On aura compris le message. La barricade n'a que deux côtés. Je veux dire, si vous en construisez une, c'est mathématique. Vous êtes aussi manichéen que Macron quand il dit les populistes et les progressistes. C'est très dommage. Mais non, mais regardez la réalité. Ce que vous appelez les progressistes, c'est une oligarchie et les couches qui les soutiennent. Division avec les deux côtés de barricade, le noir et le blanc. C'était le mot. Mais c'est vous, grand naïf. Le bleu, blanc, rouge. S'il vous plaît. Il y a le noir et blanc. Pour moi, il y a le bleu, blanc. Vous avez été doublement naïf. Laissez parler. Le blanc, doublement naïf. La première fois, en prenant la
l'étiquette République En Marche. Et la deuxième fois, c'est en pensant qu'il n'y a pas un grand courant souverainiste qui peut changer les choses. Non, puis c'est malheureux, c'est bien me dommage. faire donner des leçons de patriotisme par quelqu'un qui a dû soutenir et applaudir le traité d'Aix-la-Chapelle, merci. Ça suffit, Hallucinant. on s'arrête. Conditionnel, On s'arrête comme ça, on pourra arrêtez. continuer la prochaine fois. Je Voilà, laisserai avec la grand main à plaisir. Franck Tanguy qui a eu la gentillesse de me confier Avec cette grand émission. plaisir, j'ai l'impression. Avec grand plaisir, effectivement. Je vous On va piquer un remercie. dernier tube quand même. Parce Je que... vous Ah, le remercie pauvre à Franck tous Tanguy. d'avoir essayé de Ça me nous fait avoir La découverte suivis. qu'il doit subir. Ça vous ennuie pas que je Pardon, conclue? non, Non, bon, excusez-moi. tout va bien. Ah, Je si vous vous voulez remercie à conclure, tous de alors. nous. Lui, il s'arrête plus. Hein. Je sais pas comment ça va se un terminer, gilet mais jaune. je vais vous l'abandonner à l'extérieur. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Si vous avez réussi à suivre avec ces invités indisciplinés comme prévu, je vous remercie et n'oubliez pas de partager cette émission, de la liker, de la commenter et de la faire circuler autour de vous en attendant le prochain numéro avec Franck Tanguy. Merci à tous.